va, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Âme sensible s'abstenir, car nous partons vraiment dans l'extrême et dans la noirceur de l'être humain. L'unité 731, il était très important pour moi de vous la faire découvrir, et surtout pour ne pas oublier ces personnes disparues. Toutes les guerres ont connu des excès et des débordements condamnables, bien loin du respect du pudique code de la guerre, voulu, dont tous parlent et bien peu respectent en réalité. L'enfreindre, en quelque sorte, fait partie des règles et de la stratégie, même si les victimes civiles ou les plus faibles doivent inexorablement souffrir. Il faut bien battre l'adversaire. Cependant, l'histoire, une fois décortiquée et analysée, posément, avec bien du recul et toujours beaucoup de prudence quant aux faits, témoignages, indices, preuves, permet de voir que certains belligérants ont exagéré les choses et se sont délibérément servis d'armes et de méthodes déclarées illégales et condamnées par toutes les instances internationales, violant ainsi délibérément les règles les plus élémentaires du droit et de la morale. Qu'à cela ne tienne, on a donc fait sous couvert de pompeux instituts de recherche scientifique, ethnologique ou technique, au nom sirupeux ou édulcoré, ou d'ailleurs ne vraie guerre de chercheurs et de savants connus et reconnus par leurs pairs, mais de diaboliques et froids tueurs et assassins de tout acabit. Tout était bon pour terroriser la population civile, réduire à néant les masses de soldats faits prisonniers, affamer tout à chacun et tout simplement annihiler sa présence sur terre. Le tout toujours effectué sous le statut de soi-disant recherche. Sans en faire une généralité, car trop peu d'études vont objectivement dans ce sens, plus que partiales et accusateurs. On peut quand même être tenté de les attribuer, du moins pour les faits survenus lors de la Seconde Guerre mondiale et plus largement au XXe siècle en général, en grande partie aux forces de l'Axe, Allemagne et Japon, caracolant loin en tête. Le Japon, puisque c'est de l'Empire du Soleil Levant que nous parlons ici et aujourd'hui, tient la corde dans le domaine, avec sa très célèbre et très sinistre unité 731, qui à l'origine était une simple unité de recherche bactériologique. Nous verrons comment, très vite, cette unité dite de recherche, mais aux mains des militaires, ce qui peut apparaître comme curieux, va faire des ravages incommensurables en utilisant comme arme de guerre les produits bactériologiques et chimiques mortels qu'elle a développés, au risque d'exposer ses propres personnels et agents d'État. Mais cela, les dirigeants n'en avaient cure. C'est donc une bien sombre page de l'histoire militaire de l'Empire du Soleil Levant que nous évoquons ici. Elle a existé dès les prémices du second conflit mondial, celui qui ravagea la planète tout entière. Cependant, tout comme les historiens et les scientifiques, il nous appartient d'en parler, sans taire les choses qui ont existé, sans stigmatiser un peuple ou une partie de ses militaires et agents d'État, en restant très factuel, sans prendre parti, jamais, même si on est en droit d'être révolté et indigné, et surtout écœuré. Initialement simple unité du service de santé militaire nippon, l'unité 731, dont le nom japonais est Nana-san-ishi Butal, avait été créée dès 1932 par décret impérial. Son but avoué était la recherche bactériologique au profit de la santé des combattants nippons et, partant, des populations du pays. Par essence, c'était un but noble et louable s'il avait été suivi et respecté par ses inventeurs. Provisoirement, l'unité ainsi constituée est installée à Beiyang, dans la municipalité provinciale de Yungang, aujourd'hui la mégalopole de Wingham, sur le fleuve Yangtze.
dans la province chinoise de Hubei. Mais elle n'y restera pas. On est loin alors des dérives qui viendront rapidement jeter l'opprobre universel sur cette unité déjà contestée dès sa mise sur pied. Rappelons en effet qu'elle devait se consacrer exclusivement à la prévention des épidémies et à la purification de l'eau, notamment en temps de guerre. Et le pays, s'il y avait déjà guerroyé beaucoup, allait se préparer à un nouveau conflit majeur qui, sans que ses dirigeants le sachent, l'anéantira en août 1945. On se doute bien, dès le départ, que cette idée de recherche bactériologique, c'est de l'habillage en pure forme, car l'unité se consacre très vite à des expériences autres sur des êtres humains, captifs comme des viscérations sans anesthésie, ou de l'inoculation des souches virales encore mal connues, telles les germes de la peste, le typhus, le choléra, en vue de les utiliser comme potentielles armes bactériologiques. Tout bien sûr est tronqué, caché, tenu secret, sous risque de peine de mort immédiate. Rappelons ici qu'en ces temps-là, au Japon, on ne plaisante pas avec la violation de règles impériales et il n'y a jamais d'appel. Cela fait froid dans le dos. D'autant que l'État japonais ne reconnaîtra finalement son existence d'alors qu'en 2002. Un comble, contraint et forcé, acculé à dire la vérité sous peine de sanctions très sévères infligées par la communauté internationale. Dès 1936, l'unité 731, qui s'appelait aussi à sa création Unité Togo, s'implante à Pingfang, une petite localité sans prétention, inconnue, proche de la grande ville chinoise de Herbin, dans la province du Heilongjiang, en République populaire de Chine, alors partiellement occupée par les féroces japonaises et lieu de leur première exaction. C'est là qu'elle va véritablement se faire connaître et donner la pleine mesure de ses crimes. Dès l'origine de la création, on est à 100 lieues des buts initiaux. On ne fait pas de recherche, mais on travaille sur des cobayes humains et on procède à des expérimentations à grande échelle. Largage aérien inopiné de produits chimiques en grande quantité que subissent de plein fouet les populations innocentes vivant dans les provinces survolées. Les seules estimations faites donnent des chiffres de 300 000 à 400 000 victimes au moins, asphyxiées par des gaz mortels et morts de réactions chimiques encore totalement inconnues et contre lesquelles il n'existe encore aucune parade. Expérience médicale humaine à grande échelle sur des prisonniers russes, coréens et chinois, arbitrairement détenus par ailleurs, majoritairement des femmes et des enfants, fournis par la redoutable Kenpetai, la police militaire japonaise. Utilisation, là aussi massive, d'armes bactériologiques produites en interne par cette unité, utilisées sur ordre personnel de l'empereur Hirohito, contre des troupes soviétiques en 1939 ou chinoises de 1940 à 1945. Ces ordres, clairs et qui ne laissent plus aucun doute aux futurs utilisateurs, étaient transmis par l'intermédiaire du chef d'état-major de l'armée, en l'occurrence le prince Kontu-Ito Kan, ou les généraux les plus haut placés. L'obéissance était, de toute façon, une règle absolue. Sans préjuger des suites données à ces sinistres recherches lancées très tôt et l'utilisation faite, disons très clairement qu'il s'agit là déjà de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Fait incontestable et fait que la communauté internationale reprochera officiellement au pays bien des années plus tard lorsque la paix sera enfin rétablie. Et l'expansion de l'Empire du Soleil Levant, au prix de guerres incessantes, ne va pas freiner la voracité de ces chercheurs en herbe. D'autres unités seront créées, elles aussi implantées dans des territoires chinois conquis.
Ce seront notamment l'unité 1644 à Nankin, l'unité 1855 à Pékin, l'unité 516 à Onjihar, l'unité 8604 à Canton, puis encore l'unité 9420 à Singapour. La numérotation des unités n'a aucune logique scientifique ou administrative, du moins rien ne l'atteste. Les activités de recherche, activités officielles de l'unité 731 étaient connues au plus haut niveau du gouvernement et de l'empereur. Le frère cadet de l'empereur, Hirohito, le prince Takahito Mikasa, ou encore le prince Tsuneyoshi Takeda ont visité les installations. L'inverse était de toute façon impensable dans un système et un pays ultra centralisé. Ainsi a-t-on retrouvé, bien plus tard, traces de films et de photos sur les nombreuses expérimentations effectuées sur ce que les Japonais considéraient comme du bétail humain. On estime que le premier directeur nommé de l'Institut, le redouté et ancrin Shiraichi, et son équipe commencèrent très tôt leur sinistre expérience sur des humains, dès le début de l'année 1932. Les premiers cobayes humains étaient tout simplement des prisonniers condamnés à mort et détenus à la prison d'Harbin, ou encore des résistants capturés par la Kenpatai, la sinistre police militaire japonaise. Par la suite, les victimes furent également des soldats chinois ou russes, des ressortissants communistes, que les Japonais abhorraient par-dessus tout, détenus dans le camp d'Angong, des intellectuels également, classés contestataires, des ouvriers coupables d'agitation grave et subversive ou simplement des individus soupçonnés de déloyauté. Tout cela était très arbitraire, fait sans jugement et sans appel, en secret. À compter de 1936, les expérimentations s'étendirent assez vite aux femmes et aux enfants, sujets auxquels on inoculait la basille de charbon, son nom scientifique étant Bacillus anthracis, qui est mortel pour l'humain dans la plupart des cas, a fortiori sur des populations fragiles, sous-alimentées, exploitées, ce qui a été le cas. Ultérieurement, ce bacille sera également administré à des prisonniers américains pendant la guerre du Pacifique, notamment ceux détenus au camp de Mukden. Ces cobayes humains étaient appelés Marunta par les Japonais, ce qui signifie bîlot, bûche ou bois. En effet, les paysans locaux croyaient qu'ils avaient affaire à une gigantesque scierie au personnel nombreux et dont tous les cobayes amenés à Pingfang étaient pour les dits paysans du bois. C'est certes simpliste, mais retenons le peu de culture et de savoir de ces gens-là. À leur arrivée à l'unité 731, on leur attribuait un numéro et ils n'étaient plus considérés comme des êtres humains. Cela rappelle étrangement quelque chose. La plupart avaient alors entre 20 et 40 ans. Et l'histoire se poursuivit dès 1933 et 1934. Shiraichi effectuait déjà des expériences sur le choléra et la peste, en se servant surtout des prisonniers. Déjà en 1935, des films de propagande étaient réalisés pour montrer le bon déroulement de ces expériences et projetés aux officiers supérieurs de l'état-major de l'armée impériale. On pense, mais les chiffres manquent en réalité, qu'au moins 3000 personnes furent ainsi sacrifiées à Pingfang, sans qu'un résultat concret de recherche soit publié. Tout cela, en réalité, était de la mascarade. Preuve de cruauté extrême, c'est par un judas aménagé dans la porte d'acier de chaque cellule que les gardiens vérifiaient l'état des Marunta, enchaînés en permanence. Ils voyaient, âmes sensibles s'abstenir, ils voyaient des membres pourris, des bouts d'os qui pointaient hors des chairs noires de négros. Certains prisonniers transpiraient beaucoup, souffrant sans nul doute d'une fièvre atroce, se tordant et gémissant de douleur. D'autres avaient le corps gonflé, d'autres encore étaient squelettiques. Certains étaient couverts de blessures ouvertes ou de cloques. Quand un détenu survivait à une première expérience, il était ensuite soumis à une autre, jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Les expériences étaient cruelles, irracontables en détail.
Inimaginable pour un esprit humain normalement constitué. 200 prisonniers peuplaient ces cellules, mais 2 ou 3 mouraient au moins chaque jour. On se livrait alors à la vivisection de ces détenus, déjà mis à mort dans d'atroces souffrances. Certains furent bouillis vifs, agonisants, d'autres brûlés au lance-flammes, d'autres congelés, d'autres enfin subirent des transfusions de sang, de cheval ou même d'eau de mer. D'autres ont été électrocutés, tués dans des centrifugeuses géantes ou soumis à une exposition prolongée aux rayons X. Des détenus furent complètement déshydratés, c'est-à-dire momifiés vivants. On les desséchait jusqu'à ce qu'ils meurent et ne pèsent plus qu'un cinquième de leur poids normal. Tout cela reposait, soi-disant, sur des concepts scientifiques de recherche. On étudiait également sur eux les effets du cyanure d'hydrogène, puis de l'acétone, voire même du potassium en grande quantité. Cela défie tout simplement la raison. Certains détenus étaient affamés et privés de sommeil des jours et des semaines durant jusqu'à la mort. D'autres furent soumis à des expériences de décompression. Paradoxalement, alors qu'on était en droit de s'y attendre, très peu de ces recherches furent suivies, détaillées, expliquées, annotées, transmises aux autorités médicales ou scientifiques, afin que des enseignements en soient tirés, que des médicaments furent créés. Non, il n'en fut rien. Le taux de mortalité frisait d'ailleurs les 100%. Selon certaines sources, plausibles et réalistes, basées sur des documents parcellaires retrouvés après la capitulation du Japon, en septembre 1945, on estime que plus de 10 000 hommes, femmes et enfants seraient morts directement dans les salles d'essai des laboratoires. Quant à la population chinoise, victime de ces sévices, on ose à peine avancer de chiffres, tant ils sont monstrueux. Peut-être 550 000 ou 600 000 personnes. Et ces chiffres restent estimatifs. C'est clair et terrible. On ne réchappait pas alors à ces unités de mise à mort. Cela nous rappelle, plus près de nous en Europe, d'autres sinistres lieux et procédés quasi identiques, au moins quant aux résultats attendus. Voulant s'étendre partout, il est possible que les savants fous japonais aient expérimenté ces méthodes ailleurs. Ainsi, il apparaît plus que probable que les méthodes de l'unité 731 aient aussi été utilisées en Indonésie, localement lors d'un essai raté de mise au point d'un vaccin miracle contre le tétanos. En quelques jours seulement, 900 personnes au moins moururent après avoir été vaccinées avec un produit totalement inconnu, non testé, non fiable. Ahmad Mokhtar, un séide indonésien à la botte et à la merci du patron de l'unité 731, fut finalement exécuté pour ce crime le 3 juillet 1945 par l'armée japonaise d'occupation. Son exécution n'aurait en fait servi qu'à masquer un crime de guerre manifeste et les responsabilités écrasantes du Japon envahisseur, ne l'oublions pas. Peut-être avait-il voulu s'inspirer, sans nul doute trop librement, de ses essais. Mais sa mémoire a été réhabilitée plus tard par le gouvernement indonésien sous Harto, comme quoi. C'est là l'autre aspect tout aussi trouble et tout aussi indécent de cette unité 731 et des pratiques monstrueuses de ces savants dégénérés. En effet, comme il n'était guère possible de travailler à grande échelle sur des enfants en bas âge, des fœtus, des mères enceintes, des jumeaux, l'idée vint au directeur de l'Institut 731 de faire en sorte que toutes les femmes en âge de procréer, prisonnières des différents camps, soient porteuses d'enfants. Alors un jour, un matin, il s'est dit « Tiens, si on faisait ça ?» L'être humain me terrifie. Autrement dit, il consacrait l'agression systématique de prisonnières civiles et militaires à grande échelle pour servir ses desseins lugubres. En effet,
Ces grossesses forcées aux seules fins d'expérimentation entraient de facto dans ce vaste et mystérieux système de recherche bactériologique. Les tortionnaires japonais menaient des expériences sur la transmission de maladies de la mère à l'enfant, notamment la syphilis, mais d'autres aussi. Ils examinaient également la survie des fœtus et les lésions occasionnées sur les organes féminins. Même si de nombreux bébés sont nés en captivité, il n'existe cependant aucun cas documenté d'enfants de survivants dans l'enceinte de l'unité 731, y compris parmi les derniers nés. Il est plus que probable que les enfants des prisonnières étaient assassinés après leur naissance, une fois l'expérimentation conçue, positive ou non, ou que les grossesses faisaient l'objet d'un avortement systématique. Et ça se dit humain. Si les hommes prisonniers étaient en général victimes d'une expérience précise pour ne pas risquer d'interférence dans les variables collectées, les femmes prisonnières, à l'inverse, et c'est scientifiquement surprenant, servaient parfois dans des expériences bactériologiques, physiologiques, multiples, où se mêlaient allègrement agressions, injections, expériences diverses et variées. Mal géré, ce qui fait peu de doute en réalité, mal administré, dans une période chaotique, où rien n'était tracé comme objectif, mais où l'opportunisme régnait en seule loi. Les autorités fermeront finalement la mort dans l'âme, ce centre de recherche 731, dont on ne pouvait pas, de toute façon, cacher indéfiniment l'existence tant des déboires étaient connus et choqués. En effet, c'est irrémédiable, d'autant qu'une situation militaire compliquée s'ajoute au drame en cours. Les jeudis 9 et vendredi 10 août 1945, les troupes russes envahissent la Mandchourie, occupée, et boutent rapidement dehors les Japonais. Prise de panique et craignant que ces méfaits soient découverts, l'armée japonaise, commandée par le général Otozo Yamada, ordonne la destruction immédiate des unités 731 et 5. Tous les cobayes humains périront, c'est malheureusement évident dans cette destruction. Quant aux 600 travailleurs chinois, requis d'office, quasi esclaves, maintenus en vie pour la productivité de l'unité, ils périront sous les balles des mitrailleuses japonaises. Rien ne doit subsister, ni bâtiment, ni document administratif, ni humain. Shiroichi, le directeur tout à coup en échec, reçut l'ordre de détruire l'ensemble des bâtiments avant l'arrivée des soviétiques. Ainsi, en renfort, verra-t-on une brigade de sapeurs. En Europe, on les appellerait des pionniers ou des soldats du génie. Faire sauter le quartier général de Pingfang. Rien ne subsistera, mais on est en droit de s'interroger quand même à quoi correspondaient jadis ces ruines en si grand nombre. Tout ira tellement vite, trop vite même, que certaines souches virales particulièrement dangereuses seront perdues et disséminées dans la nature. Preuve est ainsi faite que les faux scientifiques ne maîtrisaient pas ces produits avec toute la connaissance et les précautions voulues. Et ce qui devait arriver arriva, en fait. Une épidémie de peste suivit le départ des Japonais, provoquant la mort d'environ 20 000 ressortissants chinois. Mais on estime qu'au total, environ 400 000 personnes au moins ont été tuées en raison des germes d'anthrax ou de choléra, eux aussi disséminés lors de la fuite. Dans la panique générale, l'armée japonaise n'a pu détruire tout le complexe 731 et, surtout, n'a pu éviter l'appropriation par les troupes russes des plans du complexe. C'est un joli cadeau qui leur est fait en septembre 1945. Car dès l'année suivante, en 1946, un nouveau complexe biologique militaire soviétique voit le jour dans l'extrême-orient russe, protégé des regards et des indiscrétions. C'est le camp ou la base de Serzhok, bâti exactement sur les plans japonais. Pourquoi s'embêter ? La recherche soviétique va crescendo après la Seconde Guerre mondiale
Et dès la fin des années 1950, des sites de recherche soviétiques, tournés vers tous les aspects de la guerre biologique nouvelle, aujourd'hui nous l'appelons NRBC, pour nucléaire, radiologique, biologique et chimique, parsèment l'Union soviétique. D'évidence, on ne sait rien des conditions d'exploitation et de fonctionnement de ces centres. On peut seulement espérer que la cruauté mise en œuvre par les Japonais n'a pas été reconduite ici. Quant aux résultats des recherches, car il y en a eu quand même, c'est au terme de la guerre que les membres haut placés de l'unité 731, Shiroichi en tête, ont pu négocier un pacte les soustrayant aux poursuites intentées par le tribunal international pénal de Tokyo, avec le général américain Douglas MacArthur, commandant suprême américain des forces du Pacifique. Beaucoup d'entre eux, en fuite, s'étant soustraits in extremis à la capture russe qui leur promettait de longues années de bagne, bénéficieront-ils ainsi d'une totale immunité pénale? On croit rêver. Des membres de l'unité 731, moins chanceux car justement faits prisonniers par les Russes, ont toutefois été lourdement condamnés par les Soviétiques lors d'un retentissant procès qui s'est tenu en 1949 à Khabarovsk. Mais ce n'étaient que des exécutants aux grandes dames des Soviétiques. Mais une fois encore, l'opinion publique japonaise et plus généralement le monde libre n'en sur rien. Ce n'est qu'en 1981, soit 36 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et des hostilités dans le Pacifique, qu'un semblant de vérité va voir le jour tout doucement. En effet, un rapport scientifique suivi d'un ouvrage de l'auteur Shinichi Morimura, autorisé à paraître et intitulé Akuma Osu-Oku, ce qui, bien traduit et avec le sens souhaité par l'auteur, peut se dire la goinfrerie du diable, vont révéler les prémices de ce qu'ont pu être l'unité 731 et l'activité de ses bourreaux pendant plusieurs années. Mais il faudra attendre l'année 1984 pour que toutes les explications voulues soient enfin données. En effet, c'est presque par hasard qu'un étudiant japonais trouvera chez un bouquiniste de Tokyo un dossier militaire confidentiel ayant appartenu à un ancien militaire. Dans ce dossier poussiéreux, exhumé d'un placard où personne n'allait jamais, tout ou presque a trait aux exactions de l'unité 731, photos, rapports scientifiques et médicaux à l'appui. Les investigations officielles, mais aussi privées, sont lancées. On ne saurait taire ce scandale, duse-t-il éclabousser les autorités en place. Car au Japon, le passé impérial est sacré et certaines règles, désuèdes à nos yeux d'occidentaux, restent des dogmes. Ainsi, il est inimaginable de penser, et le faire est déjà un crime en soi, que l'empereur se soit un jour trompé dans ses décisions et ordres donnés. En juillet 1989, des os humains sont découverts lors de fouilles approfondies menées près de l'Institut national des maladies infectieuses, situé à proximité du parc de Toyama à Tokyo. C'est bien là l'ancien site de l'ancien institut qui servait en fait d'école médicale pour l'armée impériale durant la guerre du Pacifique. Ces os sont alors soupçonnés d'être les restes de victimes diverses chinoises, liées à l'unité 731. Le lien est fait. Il ne se rompra plus. L'histoire était en marche pour réveiller les anciens démons du pays, ceux-là même qu'on avait cru endormis à jamais. C'est en 1992 que le célèbre anthropologue Aichi Sakura étudiera finalement ces restes à la demande des autorités locales et nationales japonaises et conclura qu'ils appartiennent à plus de 62 personnes différentes, la plupart étant d'origine mongoloïde. Toutes, sans exception, présentent des traces d'opérations chirurgicales lourdes, notamment au niveau du cerveau.
On pensait enfin avancer et donner la vérité à tous ceux, et ils étaient nombreux, qui la cherchaient depuis plus de 50 ans. Mais un écueil va se produire. Il va empêcher la poursuite des investigations, ce qui sera lourd de conséquences. À la suite de la décision de la mairie d'arrondissement, décision, il est vrai, totalement incompréhensible, en 1993, de brûler ces restes sans rechercher plus avant leur identité, des groupes de citoyens portent plainte, arguant que cette décision viole la Convention de Genève. Mais, contre toute attente, ils sont déboutés et la mairie va finalement gagner son procès en l'an 2000, après moult rebondissements. Plus discrètement, le ministère de la Santé et des Affaires sociales japonaises mène entre-temps son enquête personnelle sur près de 400 officiers liés à l'école médicale et conclut qu'aucune preuve ne permet de lier ces restes découverts à l'unité 731. C'est allé un peu vite en besogne, mais l'acte est là, imparable, inattaquable au Japon. Les restes non incinérés ou encore partiellement exploitables sont cependant conservés pour d'éventuelles nouvelles recherches ultérieures. À partir de 2004, un groupe de résidents locaux de la municipalité du lieu de découverte initiale des ossements et de savants indépendants demandent que soient pratiqués des examens complémentaires, notamment avec l'ADN. Cela ne donnera rien. Le mardi 27 août 2002, un tribunal japonais reconnaît certes l'existence de cette unité 731, jusqu'à là si décriée, et ses activités de recherche médicale, mais dédouane aussi le gouvernement de futures compensations, les traités internationaux ayant déjà réglé les questions de réparation d'après-guerre. On ne saurait revenir dessus. Ce jugement est confirmé en 2005 par la haute cour du pays. La même année, une ancienne infirmière dénommée Toyo Ishii déclare avoir participé à l'inhumation de nombreux cadavres à proximité de l'ancienne école médicale près du parc Toyama à Tokyo, avant l'arrivée de l'armée américaine à la suite de la capitulation du Japon en août 1945. Cela confirme encore une fois, si besoin était, l'existence de cette unité 731 et de son activité peu glorieuse. En 2007, Ken Yuasa, médecin japonais, déjà âgé, ayant pratiqué de 1942 à 1945 des vivisections dans un hôpital militaire du Shaanxi chinois, délivrait un message surréaliste. Il affirmait qu'au moins 1000 Japonais, incluant de nombreux médecins, ont participé à des vivisections en Chine. Il déclare spontanément « J'avais peur lors de ma première vivisection, mais la deuxième fois, c'était beaucoup plus facile. À la troisième reprise, j'étais prêt à le faire de bon cœur. » Le ministère de la Santé japonaise décide alors de lancer de nouvelles fouilles qui débutent en février 2011, après le relogement des résidents et la démolition des bâtiments situés sur ce terrain de 3000 m². En 2018, il a annoncé que le Service national des archives du Japon possédait en réalité une liste complète des membres de l'unité 731 d'origine, avec notamment les noms des 3607 personnes, dont 52 médecins militaires, 49 ingénieurs, 38 infirmières et 11 117 auxiliaires de santé. Comme quoi, certains documents avaient quand même été conservés. La même année, un groupe de savants japonais demande à l'université de Kyoto, la plus réputée du pays, d'avoir accès à la vérité sur cette sinistre unité. En faisant un petit retour en arrière, nous pouvons aussi ajouter qu'en 1997 et 1998, au sujet de l'unité 731, qui a tant sali la recherche médicale du pays, et 1999, 180 ressortissants chinois et coréens demandèrent déjà à la justice japonaise réparation au titre de leur aïeul. Les sommes protestées se montaient à 10 millions de yens par personne, accompagnées des excuses officielles du gouvernement. Il y aura donc un procès au cours duquel Yoshisho Shinozuka, soldat japonais ayant justement servi dans cette unité 731, témoigna lors de ce procès.
Ces mots sont terribles. J'étais membre de l'unité 731 et j'ai fait ce qu'aucun être humain ne devrait jamais faire. Ce même soldat voulut, en 1998, prononcer un discours lors d'une conférence sur la paix aux États-Unis et au Canada. Cependant, les administrations gouvernementales de ces deux pays lui refusèrent l'entrée des deux pays en protestant que c'était parce qu'il avait jadis été un criminel de guerre. C'était pour le moins vexant. L'histoire s'arrêtera là pour cet homme sans doute auteur d'exactions mais aussi animé d'un sincère repentir. Décidément, il ne fait pas bon de remuer le passé. De nos jours encore, le mal n'est pas évacué et les blessures non cicatrisées. L'unité de recherche bactériologique 731 reste et restera pour longtemps, sans doute encore, un sujet sensible et délicat, de controverses et de débats, entre, d'un côté, les partisans d'une exposition claire et sincère des témoignages et documents, du style choqué, et de l'autre, les personnes, nombreuses tout de même, ne souhaitant pas se concentrer sur les côtés négatifs de l'histoire du Japon et aller de l'avant, près de 80 ans après les faits. Notons qu'à l'instar d'autres pays, d'autres civilisations où les mêmes problèmes existent, le Japon doit faire un long, peut-être lent, cheminement vers la vérité. Preuve que le second conflit mondial, véritable déflagration à l'échelle planétaire, aura eu des conséquences insoupçonnées alors et que les générations postérieures et futures portent encore. De très nombreux écrits, documentaires, films, débats, conférences ont animé pendant longtemps la vie du pays et de ces deux entités japonaises. Gageons que seul le temps apaisera les souffrances et que la vérité partagée sera le remède.